toi de jouer. Bon, merci Edouard, merci de m'avoir invité donc à ce séminaire interdisciplinaire des archives Jean Piaget. Donc je vais vous parler de l'entrée dans les mathématiques chez l'enfant, notamment quelles préconisations pour l'apprentissage. Alors les mathématiques c'est vaste, en fait je vais surtout vous parler du concept de nombre. Alors comme l'exercice consistait à s'inspirer, on va dire, du texte de Piaget sur les méthodes nouvelles, leur base psychologique, j'ai trouvé 3 citations dans ce texte qui correspondaient bien à ce que je pouvais vous dire ce soir sur le développement, les apprentissages en cognition numérique. Donc tout d'abord, il dit une chose qui est très importante. Il importe donc fondamentalement à l'école nouvelle de savoir quelle est la structure de la pensée de l'enfant. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental quand on travaille en psychologie du développement. C'est qu'on va commencer par s'intéresser à l'enfant, en fait. Quel est son développement, quelle est sa pensée. Donc c'est ce qui va correspondre un petit peu dans mon exposé au début du développement de la cognition numérique. Je vais vous exposer brièvement, parce qu'on pourrait y passer de nombreuses heures, mais je vais vous donner quelques éléments sur ce qu'on sait aujourd'hui sur le développement de la cognition numérique, sur le début de ce développement. Ensuite, il dit, quant aux méthodes nouvelles d'éducation qui constituent sans doute le point de départ de l'école active de demain, elles s'inspirent toutes plus ou moins d'une doctrine du juste milieu, faisant une part à la maturation structurale et une part aux influences de l'expérience et du milieu social et physique. C'est ce qu'on va retrouver un petit peu dans mon exposé au niveau des prédicteurs de la réussite en mathématiques. Alors il y en a beaucoup des prédicteurs, on verra, mais on va donc regarder plus particulièrement certains d'entre eux. Et enfin, alors la citation est plus longue, ils disent « Sans que l'on puisse actuellement fixer avec certitude la limite entre ce qui provient de la maturation structurale de l'esprit et ce qui émane de l'expérience de l'enfant ou de l'influence de son milieu physique et social, on peut, semble-t-il, admettre que les deux facteurs interviennent sans cesse et que le développement est dû à leur interaction continue. » Du point de vue de l'école, cela signifie d'une part qu'il faut reconnaître l'existence d'une évolution mentale, que toute nourriture intellectuelle n'est pas bonne indifféremment à tous les âges, qu'on doit tenir compte des intérêts et des besoins de chaque période. Cela signifie aussi d'autre part que le milieu peut jouer un rôle décisif dans le développement de l'esprit, que le déroulement des stades n'est pas déterminé une fois pour toutes quant aux âges et au contenu de la pensée, que de saines méthodes peuvent donc augmenter le rendement des élèves et même accélérer leur croissance spirituelle sans nuire à sa solidité. Alors c'est ce qu'on va retrouver un petit peu dans la 3e partie de mon exposé, où on va essayer de voir si on peut entraîner certaines compétences, quels sont les effets qu'on peut avoir de ces entraînements. Et en fait, on va voir également que les résultats qu'on obtient sur les entraînements, finalement, nous permettent aussi de revenir au premier point sur le développement. Et c'est le développement va être enrichi en fait par ces connaissances sur l'entraînement. Donc en fait, c'est vraiment des allers-retours entre développement et apprentissage. Les deux se nourrissent mutuellement. Alors donc, je vais commencer par un exposé un petit peu sur le nombre, sur le concept de nombre, notamment sur la quantité. Alors, tout d'abord sur les processus qui nous permettent d'appréhender la quantité numérique. Alors là, pour l'instant, ce n'est pas encore au niveau du développement, on va le voir ensuite, mais ça, c'est donc les 3 processus qu'on utilise dans notre vie quotidienne pour appréhender les quantités. Donc, on a un premier processus qui est le subitizing, qui nous permet en fait d'appréhender les petites quantités, donc jusqu'à 3-4 éléments, de façon très rapide, de façon exacte. C'est le cas, vous voyez, pour les petits nuages de points, là, 2-3 éléments, vous voyez que vous êtes capable de dire directement qu'il y a 2 points, 3 points, sans avoir besoin de les compter un par un. Par contre, vous voyez qu'à droite, quand il y en a un peu plus, on commence à être limité au niveau de notre perception.
Et là, on va devoir utiliser un deuxième processus qui est le dénombrement, c'est-à-dire qu'il va falloir compter dénombrer les points un par un, c'est-à-dire faire correspondre chaque élément de la collection avec un mot nombre, donc en respectant cette suite conventionnelle de la chaîne verbale, donc 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc c'est beaucoup plus coûteux en temps. C'est un processus qui va nécessiter un apprentissage assez long chez l'enfant et sur lequel donc il y a eu pas mal de travaux puisqu'on l'utilise quand même beaucoup. Et le troisième processus, c'est l'estimation. Alors l'estimation, pendant très longtemps on en a peu parlé, c'était parce qu'on pensait que c'était peu important finalement dans les apprentissages. Et c'est un processus en fait depuis, on va dire, depuis 20 ans qui a complètement explosé au niveau de la recherche, qui donne lieu à énormément de travaux et à beaucoup d'hypothèses sur justement le développement, sur aussi les troubles des apprentissages au niveau du nombre, etc. Donc on va le rattacher au système du nombre approximatif, dont je vais régulièrement parler dans mon exposé, puisque voilà, actuellement il y a pas mal de travaux, d'hypothèses, etc. Alors ce système, en fait, on n'en a pas toujours bien conscience, parce que généralement, on n'a pas eu d'apprentissage, etc. Mais en fait, on l'utilise tout le temps dans notre vie quotidienne. On l'utilise tout le temps pour évaluer des quantités, notamment pour prendre des décisions, tout simplement. Je suis au supermarché, dans quel que je vais prendre pour prendre celle où il y a le moins de personnes, pour évaluer aussi la quantité d'objets dans les caddies, etc., par exemple. Et ce système, donc, il est peu précis, parce qu'il ne nous permet pas de dire exactement combien il y a d'éléments. Et il va concerner les grandes collections. C'est un processus qu'on utilise de façon automatique, qui est pas nécessairement accessible à la conscience, qui ne nécessite pas nécessairement non plus les nombres symboliques, on va le revoir, et qui est indépendant du langage et de l'éducation. C'est-à-dire que tous les êtres humains possèdent ce système-là, indépendamment du système d'éducation, indépendamment notamment du système de nombres symboliques, etc. Et c'est même un système qui existe aussi chez certains animaux, qui va leur permettre de détecter des congénères, des prédateurs, la nourriture, etc., au niveau quantitatif, et qui est présent dès la naissance chez l'être humain. Donc il y a eu plusieurs travaux chez le bébé, et notamment chez le nouveau-né, des travaux qui montrent que les nouveau-nés sont capables d'associer un nombre de syllabes avec un nombre d'objets. Alors bien sûr, c'est pas, les nouveau-nés sont moins bons que les adultes, il y a un développement, on va le revoir après, mais ils sont déjà capables de discriminer, on va dire, des quantités dans différentes modalités sensorielles. Alors, la tâche qu'on utilise souvent pour évaluer ce système du nombre approximatif, en fait, c'est de montrer des nuages de points au sujet qui doivent décider s'il y a plus de points jaunes ou de points bleus, ici par exemple, le plus rapidement possible, donc sans bien sûr les dénombrer. Alors on va maintenant regarder certains aspects chez l'enfant, des développementaux, mais pas seulement. En fait, ce qui est intéressant dans les travaux aujourd'hui sur la cognition numérique, c'est que finalement, on a des travaux qui arrivent de disciplines différentes, des travaux qui arrivent vraiment de la psychologie de l'enfant, des travaux qui arrivent de la neuropsychologie, des travaux qui arrivent de la psychologie adulte, etc. Et il faut essayer ensuite de faire du lien entre tout ça et de voir ce qu'on peut proposer comme modèle de développement. Donc j'ai rappelé la conception piagétienne du nombre que vous devez connaître. Donc
pour Piaget, ce qui importait surtout, c'était la logique, en fait, sous-jacente au nombre. Et pour lui, c'était que vers l'âge de 7 ans, en fait, que l'enfant pouvait vraiment comprendre ce que c'était qu'un nombre, parce qu'il devait comprendre les notions d'ordre et de cardinalité. Hein, c'est-à-dire que la notion d'ordre, c'est l'idée que si je prends 4, par exemple, 4 est plus grand que 3 et plus petit que 5. Hein, on a cette notion d'ordinalité. Et la cardinalité, c'est l'ensemble total d'éléments d'un ensemble. Donc, si je dis dans une semaine, il y a 7 jours, par exemple, 7, c'est la cardinalité, donc le nombre total d'éléments. Et donc, il y avait 3 compétences logico-mathématiques que l'enfant devait maîtriser pour pouvoir comprendre ce que c'est qu'un nombre. Tout d'abord, la conservation, c'est-à-dire qu'il faut que l'enfant comprenne que le nombre demeure identique, quelle que soit la disposition spatiale des objets qu'il compose. Si j'ai 7 bonbons, que ces 7 bonbons soient espacés, resserrés, en tas, etc., le nombre ne varie pas. On a toujours le même nombre de bonbons, même si la disposition spatiale change. Deuxième compétence logico-mathématique, c'est la sériation, le fait d'ordonner donc des éléments dans un ordre croissant ou décroissant. Et cette notion de sériation, elle est importante parce qu'elle renvoie justement à l'ordinalité. Et pour que l'enfant comprenne cette notion d'ordre dans le nombre, il faut qu'il comprenne cette notion de sériation avec la notion de transitivité. Si A est plus petit que B, B est plus petit que C, alors A est plus petit que C, par exemple. Et puis, troisième compétence logico-mathématique, c'est l'inclusion des classes, qui renvoie notamment à cette notion de cardinalité. Et ça, c'est quelque chose qui va être fondamental aussi, parce que c'est ce qui va permettre aux enfants de comprendre comment les nombres sont construits et comment on peut les décomposer. Et par exemple, si j'ai 12 objets, comprendre que 12, ça peut être 10 plus 2, ça peut être 9 plus 3, ça peut être 8 plus 4, etc. Donc comprendre que quand on a une quantité plus petite, elle est forcément incluse dans la quantité plus grande. Donc voilà pour les travaux, en résumé, hein, les travaux piagétiens sur le nombre, mais ce sont des épreuves, des compétences qu'on retrouve encore aujourd'hui, notamment dans certains tests qui sont utilisés chez l'enfant, mais qu'on retrouve aussi souvent dans les exercices scolaires, dans les programmes scolaires, etc. Alors, je vous disais que les travaux sur le nombre arrivent de différents sous-disciplines, différents champs, etc. Et donc, il y a un modèle aujourd'hui qui est quand même largement partagé et très connu, c'est le modèle de Dehaene, le modèle du triple code. Alors, ce modèle, en fait, il décompose le nombre sous ces 3 représentations qu'on va utiliser. Alors, les codes qu'on connaît bien, qu'on utilise quotidiennement, tout d'abord, donc il y a le code verbal. Donc le code verbal, c'est par exemple si je dis 6. Donc il peut être oral ou écrit en lettres, peu importe, c'est toujours du code verbal. Et c'est ce qui va nous permettre notamment de comprendre les mots-nombres, de lire et écrire les nombres en lettres et d'effectuer aussi tous les calculs qui vont s'appuyer sur ce code verbal. Ensuite, on a le code arabe. Donc c'est un code qui est uniquement écrit, puisque ce sont les chiffres arabes. Et qu'on va utiliser donc pour lire et écrire les nombres en chiffres arabes et qui va être utilisé également donc pour faire des calculs, mais cette fois-ci des calculs écrits. Et donc, il y a un troisième code qui est le code des quantités, qu'on appelle aussi le code analogique. On va trouver les 2 termes dans la littérature. Et qui va nous permettre donc, avec lequel en fait on représente la quantité de ces nombres symboliques. Donc en fait les 2 codes inférieurs, le code verbal et le code arabe, ce sont tous les 2 des codes symboliques. Et le code des quantités, le code analogique, il peut s'utiliser
soit indépendamment des codes symboliques. Si par exemple, je dois décider s'il y a plus de points bleus ou de points jaunes, je n'ai pas nécessairement besoin du code symbolique pour le faire. D'accord ? Par contre, si je rentre dans la pièce et qu'on me dit combien il y a de personnes, je n'ai pas le temps de compter, mais que je fais une estimation, je dis, bah, je ne sais pas, une quinzaine de personnes par exemple, je vais lier en fait le code symbolique avec le code des quantités. Alors, les quantités, comment on peut les représenter? Alors, on peut les représenter de façon analogique par des objets. Par exemple, 6, bah, ça peut être 6 points. Mais surtout, c'est ce qu'on va revoir plus loin, c'est que ces quantités, on va les placer sur une ligne numérique mentale. Et en fait, on va, dès qu'on va rencontrer un nombre symbolique, on va placer ce nombre sur la ligne et activer la quantité qui correspond. Si je dis 65, par exemple, ben en fait, de façon automatique, ce 65, je vais le placer sur une ligne. Et donc, je vais activer 65 et puis je vais activer aussi éventuellement les quantités qui sont proches. Alors, on va revoir cette ligne après parce que là aussi, elle a donné lieu à beaucoup de travaux. Donc ce code des quantités va nous permettre donc de comparer des nombres, de faire des estimations, d'utiliser aussi la subtilisation dont on a parlé tout à l'heure, et puis de faire du calcul aussi approximatif. Alors ce qu'on appelle le sens du nombre, ou on peut dire aussi la sémantique du nombre, c'est ce qui va renvoyer à ce code des quantités en fait. Donc le sens du nombre, quand on parle du sens du nombre, soit on parle que du code des quantités, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit on parle en fait du lien entre les nombres symboliques et le code des quantités. Et en fait, on va voir que chez l'adulte, mais on va voir aussi comment les choses se mettent en place chez l'enfant, on donne du sens aux quantités en fait, hein, de façon quasi systématique. C'est très très rare de traiter les nombres symboliques sans associer aucune représentation de la quantité de ces nombres. Alors, juste pour dire donc qu'à l'école, on travaille les liens entre ces trois codes en fait. Hein, notamment, on fait du transcodage entre le code verbal et le code arabe. Il va falloir un certain nombre de mois, d'années, etc., pour que l'enfant soit capable de passer d'un code à l'autre sans faire des erreurs. Et puis on travaille aussi sur le lien entre le code des quantités et les codes symboliques. Alors, beaucoup de façon exacte, mais on va voir qu'il existe aussi des compétences sur les quantités approximatives. Alors, pour revenir à cette représentation donc, des quantités et à la ligne, donc ça, c'est des travaux qui proviennent... Oui, je n'ai pas précisé le modèle de Dehaene. C'est un modèle qui provient de la neuropsychologie, entre autres. Et c'est un modèle qui est assez puissant, puisqu'il y a des zones du cerveau qui sont clairement identifiées sur ces trois codes, et qu'on a des patients cérébrolésés qui perdent un des codes sans perdre les autres. Alors là, ce sont des travaux sur le nombre, la quantité et l'espace qui proviennent de la psychologie cognitive adulte. Et donc là aussi, beaucoup de travaux. Alors, donc on va placer les quantités, les nombres sur une ligne. Et on a un premier phénomène qu'on a constaté, c'est l'effet de distance. C'est-à-dire que, en fait, c'est une tâche dans laquelle on donne un nombre, par exemple 65, et les sujets doivent très rapidement décider si un nombre est plus petit ou plus grand que 65. Et qu'est-ce qu'on constate? En fait, on constate que pour les valeurs qui sont proches de 65, on a des temps de réponse qui sont longs et on a un taux d'erreur qui est plus élevé. C'est-à-dire que si on demande au sujet de discriminer 64 et 65, de dire lequel des deux est le plus grand, ça va prendre un peu plus de temps que si on demande au sujet de dire si 50 est différent de 65 en fait. Plus les nombres sont éloignés, plus c'est facile de les
discriminer, plus on va être rapide pour dire non, c'est pas du tout pareil, celui-ci est plus grand que tel autre, etc. Alors pourquoi? Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on rencontre un nombre symbolique, par exemple 65, en fait, on ne va pas seulement activer 65, mais on va activer les quantités qui sont proches aussi. Et du coup, voilà, il va nous falloir un peu de temps pour les discriminer. Alors, je reviendrai dessus après. Alors, deuxième effet qu'on a constaté, c'est l'effet de taille. On s'est rendu compte qu'il est plus facile de discriminer des nombres petits que des nombres grands. Par exemple, si je vous dis entre 2 et 3, lequel des deux est le plus grand, par exemple, bah, vous allez être assez rapide, alors que si je vous dis entre 97 et 98, lequel est le plus grand, ça va vous demander un peu plus de temps. Alors pourquoi? Parce qu'on est plus familier des petits nombres, on les a rencontrés beaucoup plus dans notre vie que les grands nombres. Et c'est ce qu'on va appeler la compression des grands nombres, en fait. C'est-à-dire que dans notre représentation des nombres sur cette ligne, les petites quantités sont représentées de façon assez précise, assez espacée. Si je vous dis 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez que c'est assez, vous les distinguez bien. Et puis plus on va aller vers les grandes quantités, plus la représentation va être floue. Si je vous dis 997, 998, etc., vous voyez que c'est un peu moins précis. Et le troisième effet, c'est l'effet Snark, qui a été découvert un peu en fait, par hasard dans l'expérience précédente. Rappelez-vous, dans l'expérience précédente, il fallait dire si un nombre était, enfin décider si un nombre était plus petit ou plus grand que 65. Et en fait, ils avaient contrôlé main droite, main gauche. Et donc, il y a des sujets qui devaient appuyer à droite quand c'était plus grand, à gauche quand c'était plus petit, et d'autres qui devaient faire l'inverse, appuyer à gauche quand c'était plus petit, à droite quand c'était plus grand. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on est bien meilleur pour décider qu'une quantité est plus grande quand on utilise le côté droit que quand on utilise le côté gauche. Et ça, on va le retrouver, dans plein de situations, y compris le regard. On s'est rendu compte que quand on évoque des grandes quantités, on regarde plus sur la droite. Et moi, quand je parle des grandes quantités, je mets plutôt la main vers la droite, les petites plutôt vers la gauche, etc. Donc, les petits nombres sont inconsciemment associés au côté gauche du corps et les grands au côté droit. Donc voilà pour ces trois effets qu'on a sur la ligne et qui ont donné lieu à énormément de travaux, surtout chez l'adulte, mais aussi un peu chez l'enfant. Alors, chez l'enfant, chez le jeune enfant, c'est pas forcément évident de mesurer des temps de réponse, etc. Donc, on va utiliser d'autres tâches. Et notamment pour évaluer cette ligne numérique, on a les travaux de Ziegler, je vais y revenir, qui a beaucoup travaillé sur cette ligne, et qui va utiliser une tâche, donc pas du tout avec des temps de réponse en fait, une tâche qui consiste à présenter une ligne à l'enfant. Donc là, c'est une ligne entre 0 et 100, mais avec des enfants plus petits, on peut présenter une ligne de 0 à 10 ou de 0 à 20, etc. Et on va lui demander de placer un nombre sur cette ligne, mais sans aucun repère, parce qu'on ne veut pas qu'il compte, ce n'est pas l'objectif. On veut voir en fait s'il a une représentation de la quantité. C'est-à-dire que 28, qu'est-ce que ça représente comme quantité pour lui entre 0 et 100? Et où est-ce qu'il va aller placer ce 28? Et ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a un développement important entre les enfants de 4-5 ans et les enfants de 8-10 ans, on va dire. C'est que les enfants vont passer d'une échelle logarithmique à une échelle linéaire. C'est-à-dire que, alors au début pour la ligne 0,10, et puis 0,100, 0,1000, etc., lorsque les enfants ont une échelle logarithmique, en fait, ils espacent beaucoup les petites quantités. Ils vont mettre beaucoup d'espace entre 1, 2, etc. Et puis par contre, les grandes quantités, elles vont être beaucoup plus resserrées. Donc en fait, on va trouver le même phénomène qu'avec les temps de réponse.
mais sur une tâche qui est complètement différente. Alors évidemment, quand ils deviennent plus grands, ils vont utiliser des repères après. Hein, c'est-à-dire que 0-100, ils vont se dire, bon, bah, 50 est au milieu, etc. Et là, on va avoir d'autres stratégies. Mais chez les jeunes enfants, c'est une tâche qui donne des résultats tout à fait intéressants. Et ce qu'a montré Sigler, c'est que les performances des enfants sur cette ligne corrèlent avec leurs compétences en mathématiques. Alors du coup, voilà, j'ai essayé de faire une synthèse un petit peu par un schéma du développement de l'enfant sur le nombre. Alors il n'y a pas tout, hein, mais certaines choses qu'on vient de dire, et de voir un petit peu comment ça se met en place selon l'âge. Alors, chez le bébé, donc je vous ai dit tout à l'heure que le nombre approximatif, la capacité à estimer, à discriminer des quantités existe déjà. Et cette capacité, elle va augmenter avec l'âge, hein, la précision va augmenter, on va le voir après. Ensuite, le subitizing qui nous permet d'appréhender les toutes petites quantités, là aussi c'est quelque chose qui existe à la naissance, même si l'enfant bien sûr n'est pas capable de dire que là c'est 2, là c'est 3, etc. Mais en tout cas il est capable de les percevoir. Et c'est quelque chose qui ne va pas énormément évoluer, mais par contre qui va jouer un rôle important dans le lien que l'enfant va faire entre les quantités et les mots nombres. Parce que c'est là qu'il va commencer à entrer dans la cardinalité, en fait, avec ce subitizing. Parce qu'il va apprendre que ça, c'est 1, que ça, c'est 2, que ça, c'est 3, quels que soient les objets. Et donc, c'est comme ça qu'il va commencer à être capable, grâce au subitizing, d'associer les nombres symboliques, les mots nombres d'abord, avec les quantités. Ensuite, vers l'âge de 2 ans, on va dire, lorsque l'enfant commence à entrer dans le langage, c'est là qu'il va commencer à entrer dans les nombres symboliques. Et ce qu'il va commencer donc à apprendre, c'est la chaîne verbale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc au début, il va la répéter, mais sans y mettre aucune signification. C'est-à-dire qu'au début, il va réciter ça comme on récite une poésie, etc., une comptine, mais sans comprendre comment elle est construite, sans comprendre que les mots nombres sont distincts, etc. Donc vers 2-3 ans, hein, et puis donc là il y a différentes étapes qui ont été assez bien décrites jusque vers l'âge de 7 ans, donc dans l'acquisition de cette chaîne verbale. Il va commencer à dénombrer également. Hein, alors au début, c'est sur des toutes petites quantités. Ça prend beaucoup de temps. Et notamment, si on reparle du concept de cardinalité dont on a parlé tout à l'heure, il y a à chaque fois plusieurs mois nécessaires pour passer au nombre supérieur. C'est-à-dire qu'il va d'abord être capable, quand on lui dit « donne-moi un objet », il va être capable de donner 1, mais il ne sera pas capable de donner 2, il vous donnera tout en tas. Et puis, plusieurs mois après, il va passer à 2, puis après à 3, et ça prend beaucoup de temps. Et on passe beaucoup de temps à travailler le dénombrement avec les enfants, parce qu'il y a beaucoup de compétences qui sont en jeu pour avoir un résultat exact. On a une représentation spatiale qui est logarithmique. Et puis donc ensuite, l'enfant vers 6 ans, on va dire, va commencer à apprendre le système numérique arabe. Il va commencer également à entrer dans l'arithmétique avec les tout petits calculs de +1, etc. Et puis on va avoir une augmentation de cette fameuse ligne numérique mentale. Alors il y a beaucoup de questions, et c'est ce dont je vais pas mal parler par la suite, sur les liens entre ces nombres exacts, ces nombres symboliques, et le nombre approximatif. Est-ce que l'apprentissage des nombres symboliques s'appuie sur ce nombre approximatif ou non? Et est-ce que le fait d'apprendre les nombres exacts va influencer la précision de ce système approximatif? Il y a aussi pas mal d'hypothèses sur
sur les sources de la dyscalculie. Est-ce qu'il y aurait des explications à trouver, soit sur le nombre approximatif, soit sur le lien entre nombre symbolique et nombre approximatif, etc. Ça, c'est les questions qui donnent lieu à des dizaines et des dizaines de publications, surtout depuis, on va dire, une quinzaine d'années. Donc voilà un petit peu schématiquement, ce qu'on peut dire des débuts du développement. Alors juste pour vous montrer cette question du lien entre nombre approximatif et nombre symbolique, j'aime bien présenter cette étude. Alors cette étude-là a été faite notamment par Spelk aux États-Unis, mais à Grenoble, on l'a réutilisé au moins 2-3 fois et on a les mêmes résultats. Donc c'est vraiment quelque chose qui est un résultat qui est quand même répliqué, qui est quand même massif, même si on n'a pas encore bien compris en détail comment procèdent les enfants. En fait, ce qu'on va leur demander à ces enfants, c'est de faire du calcul symbolique approximatif, chose qu'ils sont très peu habitués à faire, parce que ce n'est pas du tout quelque chose qu'on enseigne en fait. Alors, en fait, on va, par exemple, leur dire « Sarah a 21 bonbons, on lui en donne 30 de plus, et John, lui, a 34 bonbons. Lequel des deux en a le plus ?» Alors, ces enfants de 5 ans, donc, ce qui correspond à une grande section de maternelle, qui peuvent être de niveau socio-économique favorisé ou défavorisé, en fait, ils ne savent pas faire le calcul exact. En grande section, ils sont incapables de vous calculer 21 plus 30 ou, si je prends la deuxième condition, 64 moins 13, etc. C'est pas possible. Et on s'est rendu compte, en fait, qu'ils faisaient du calcul approximatif. C'est-à-dire que même s'ils se trompent encore un peu dans la chaîne verbale, surtout là entre 0 et 100, des fois ça va arriver qu'ils sautent une dizaine, ils sautent un, etc., ils ont quand même une représentation de ce que ça représente. Et du coup, ils vont utiliser ce système du nombre approximatif pour répondre. C'est-à-dire qu'ils convertissent en fait ces nombres symboliques en quantités et ils savent approximativement que si j'ajoute ces deux quantités, oui, ça doit faire beaucoup et ça doit faire plus que la troisième quantité qu'on m'avait demandé de comparer. Alors bien sûr, on n'est pas à 100% de bonnes réponses, mais on est sur des taux de réponse supérieurs au hasard. Donc, ce qui veut dire qu'il y a... Généralement, on fait les deux, c'est-à-dire qu'on fait des petites diapos où on écrit les nombres en chiffres arabes, mais on raconte l'histoire également oralement. Donc, ce qui montre bien qu'il y a un lien entre ces différents codes et qu'on convertit bien ces nombres symboliques. Alors, j'ai mis une petite citation là aussi de Anne, j'aime bien, il dit « Et pourtant, quelques années plus tard, au terme d'une intense application, un écolier conclut sans sourciller que 317 moins 81 fait 376, c'est qu'il y a quelque chose de pourri au royaume de Charlemagne. » En fait, ce qui se passe après, c'est qu'ils apprennent les algorithmes, poser une soustraction, ils vont se focaliser sur cet algorithme et ils vont plus... penser en fait à utiliser ce sens du nombre qui pourtant fonctionne et qu'ils auraient utilisé dans un autre contexte. Dans un autre contexte certainement qu'ils se seraient rendus compte que ce n'était pas possible, mais les enfants perdent dans certaines situations ce sens du nombre. Donc voilà pour l'exposé des principaux points du développement. Alors donc maintenant on va parler des prédicteurs de la réussite en mathématiques au début des apprentissages. Alors j'ai mis plusieurs prédicteurs sur ce schéma, c'est pas exhaustif, des prédicteurs, on peut en trouver d'autres. Et surtout ce que j'ai mis au centre des prédicteurs spécifiques au nombre, notamment donc, le système du nombre approximatif, la magnitude du nombre, c'est la quantité associée au nombre symbolique, la cardinalité, les symboles numériques. Un peu plus, dans le deuxième cercle,
j'ai mis les prédicteurs cognitifs généraux, cette fois-ci, c'est-à-dire qui ne sont pas spécifiques au nombre. On va retrouver ces prédicteurs dans d'autres apprentissages scolaires que les maths, comme l'intelligence ou la capacité de raisonnement, la mémoire de travail, les fonctions exécutives, ce sont ceux qu'on retrouve le plus souvent dans les études. Et puis dans le cercle plus large, j'ai mis d'autres facteurs encore, comme la catégorie socio-professionnelle, des parents, les facteurs de motivation, des facteurs d'anxiété, la qualité de l'instruction, etc. Alors je vais vous parler donc d'une étude qu'on a faite sur les prédicteurs et qui va s'intéresser à des prédicteurs spécifiques au nombre et à un prédicteur général au cognitif qui est la mémoire de travail. Alors donc je vous le disais, on va avoir des facteurs cognitifs spécifiques au nombre, notamment on s'est intéressé à l'acuité du système du nombre approximatif, à la précision du mapping, je vais y revenir, c'est-à-dire la correspondance entre le nombre symbolique et la quantité qu'il représente, notamment sur la ligne. Un facteur cognitif général qui est la capacité de la mémoire de travail. Et en fait, on a regardé les changements qui peuvent se produire entre 5 ans et 7 ans. Pourquoi 5 ans et 7 ans? Parce que 5 ans, c'est fin de l'école maternelle, donc avant l'entrée dans les apprentissages formels, et 7 ans, ce sont des enfants donc, de CE1, donc, qui ont déjà au moins une année d'apprentissage formel, et on a regardé donc comment ces prédicteurs évoluent. Alors pourquoi on a choisi ces prédicteurs-là? Donc le système du nombre approximatif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de questions aujourd'hui sur son rôle dans le développement de la cognition numérique, dans les apprentissages, sur son rôle également dans l'origine de la dyscalculie. Et donc on se pose la question de son lien avec la réussite en mathématiques. Alors il y a énormément beaucoup de travaux corrélationnels. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques méta-analyses qui ont été faites. Et globalement, ce qui ressort de ces méta-analyses, c'est qu'on a une corrélation d'environ 0,40 avant l'âge de 6 ans et qui diminue ensuite avec l'âge. On va y revenir. Deuxième prédicteur, ce qu'on appelle le mapping entre le symbole et la magnitude, donc le lien, et notamment cette tâche qu'on va utiliser de la ligne numérique mentale renvoie aux travaux de Ziegler dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis la mémoire de travail, on sait qu'elle est fortement impliquée dans la réussite scolaire. Donc c'est la raison pour laquelle on avait choisi ce facteur-là. Quelles sont les tâches qu'on a utilisées? Donc sur le système du nombre approximatif, on a utilisé la tâche Panamat. Pourquoi? Parce que c'est une tâche qui est informatisée, qui est disponible sur Internet et puis qui est beaucoup utilisée. Du coup, on a des éléments de comparaison quand on l'utilise. Ensuite, donc au niveau du mapping entre les symboles et la magnitude, la tâche de Ziegler. Et puis en mémoire de travail, c'était une tâche qu'on avait adaptée de Camos et Barouillet pour des jeunes enfants. Parce que souvent en mémoire de travail, on utilise par exemple la répétition de chiffres soit à l'endroit, à l'envers. Mais alors quand on travaille sur le nombre, c'est un peu biaisé parce que du coup, l'enfant qui n'aime pas les nombres, on va utiliser 2 tâches et du coup, après, c'est plus difficile d'interpréter les résultats. Donc là, en fait, il devait se rappeler des animaux qui apparaissaient et entre-temps nommer les couleurs. Et puis donc, on a mesuré la réussite en mathématiques avec des additions et des soustractions symboliques, donc adaptées aux âges des enfants, et des problèmes numériques verbaux, des petits problèmes du type Paul a 3 billes, on lui en donne 2 de plus, combien il en a, etc. Et donc, il y avait des enfants de grande section et de CE1. Alors, les résultats. Donc on a ici nos 3 prédicteurs aux 2 âges et on voit effectivement qu'on a un changement dans les prédicteurs entre 5 ans et 7 ans. Alors à l'âge de 5 ans,
on voit que la précision du système du nombre approximatif prédit les résultats en arithmétique. On a un lien, mais le premier prédicteur, c'est quand même la précision du mapping, c'est-à-dire le fait d'associer ces quantités, enfin ces nombres symboliques correctement sur la ligne. Mais on retrouve quand même ce facteur du système du nombre approximatif. À 7 ans, en CE1, eh bien ça change. C'est-à-dire que le système du nombre approximatif n'est plus prédicteur des résultats en arithmétique des enfants. Et par contre, la mémoire de travail va devenir un prédicteur important. Et la précision du mapping reste également prédictrice des résultats en arithmétique. Donc on a bien un changement avec l'âge et avec les apprentissages. On ne peut pas ici distinguer les deux. Mais donc on voit que le rôle du système du nombre approximatif semble diminuer, ce qui va dans le sens de certains résultats, et notamment de la méta-analyse dont je vous ai parlé. Le rôle de la mémoire de travail semble augmenter et le mapping donc, est important aux deux âges. Alors, on sait, donc ça c'était un petit peu la première étude dans laquelle on a regardé plusieurs prédicteurs et ensuite on a essayé d'approfondir certaines choses, d'abord avec des études corrélationnelles encore, mais ensuite avec des apprentissages. Et notamment, on s'est intéressé à ce système du nombre approximatif, donc, qui corrèle avec l'arithmétique chez les enfants de 5 ans. Et en fait, on s'est posé la question de savoir si ce système fonctionne avec d'autres modalités sensorielles. Parce que finalement, il y a pas mal de questions là aussi. Est-ce que ce système, il traite vraiment la quantité de façon abstraite ou est-ce qu'il est fortement associé aux modalités sensorielles, etc. Donc il y avait déjà des travaux sur la vision, bien sûr, un peu sur l'audition. Alors c'est compliqué, le système du nombre en auditif, parce que c'est forcément en séquentiel, l'auditif, donc voilà, ça fait pas mal de différences avec la vision. Il y a des travaux qui montrent qu'il y a un transfert intermodal, déjà chez le bébé, j'en ai parlé tout à l'heure. Et nous, donc, on s'est intéressé en fait au toucher, en fait, à la modalité haptique. Est-ce que l'enfant est capable d'appréhender les quantités par le toucher? Alors, pour montrer qu'il y a une appréhension des quantités, quelle que soit la modalité sensorielle, il faut montrer qu'il y a un effet du ratio. C'est-à-dire que, en fait, quand on doit discriminer des quantités, si ces quantités sont très proches, par exemple si je prends 1,11 ici chez les adultes, vous voyez que dire s'il y a plus de points bleus ou plus de points jaunes, c'est pas évident. Et c'est à peu près la limite qu'on a chez l'adulte, c'est-à-dire que c'est en gros 10 points versus 11 points, notre limite. Là, on voit que c'est plus facile, le ratio 1,5 voilà, donc il y a un effet on doit observer un effet du ratio. Et ensuite, ce qui nous intéressait, c'était de voir si on avait un effet du développement. Donc là, c'est l'effet du développement qu'on observe à peu près en visuel. Alors, donc on a regardé le développement de ce système du nombre approximatif en haptique chez les enfants à partir de 5 ans jusqu'à l'âge adulte. On a utilisé les deux tâches, je vais y revenir, visuel et haptique. Et on a regardé comment évoluait en fait cette relation entre la précision du système du nombre approximatif et les performances en arithmétique. Donc là, on avait des enfants de grande section, des enfants de CM2, des enfants de 3e et des adultes. Alors, on a donc utilisé deux tâches, une tâche visuelle, une tâche haptique. Alors, on a essayé de faire des tâches les plus semblables possibles, en tout cas sur les quantités,
pour qu'il n'y ait que, presque, finalement, la modalité sensorielle qui change. Donc, on avait les mêmes contrôles de points. Vous avez vu que les points, en fait, ils varient. Hein, on fait varier la taille des points, on fait varier la densité, etc. Parce que sinon, si on met des points identiques, on n'a pas forcément besoin de la quantité numérique pour décider là où il y en a le plus. Hein. Il suffit que voilà, on voit plus de jaune ou plus de bleu et ça nous permet de répondre. Donc il y a tout un tas de contrôles qui sont faits. On a utilisé les mêmes ratios. Alors, par contre, pas les mêmes temps de présentation, évidemment, parce qu'en visuel, c'est très rapide. En haptique, ça prend un peu plus de temps. Et on mesurait donc les pourcentages de bonnes réponses. En visuel, c'est la même tâche que tout à l'heure, Panamat. Alors, par contre, on a construit notre tâche en haptique. En fait, on a construit des nuages de points en relief de quelques millimètres. Et les enfants ou les adultes, en fait, devaient mettre leurs mains sur ces nuages de points, sans les visualiser, bien sûr, pour ça qu'il y a un cache, et déterminer de quel côté il y avait le plus de points. Et au niveau du nombre symbolique, de l'arithmétique, où on avait classiquement des additions symboliques et des problèmes symboliques exacts. Et on a mesuré aussi le développement cognitif général avec les matrices de Raven, parce qu'il nous faut toujours ce contrôle-là, sinon, après c'est difficile d'interpréter les corrélations si on n'entre pas ce facteur-là. Alors au niveau maintenant donc au niveau de l'effet du ratio et au niveau de l'effet du développement. Donc on trouve bien un effet du ratio dans les deux tâches. Donc vous avez en visuel à droite, en haptique à gauche et les ratios donc en abscisse. Donc on voit que la tâche est plus difficile quand le ratio est tout petit et que les performances augmentent. Ce que l'on voit également, c'est un effet du développement. Et en fait, on a le même pattern de développement sur les deux tâches, c'est-à-dire qu'on voit vraiment le groupe des 5 ans qui est plus faible, qui est moins performant, et que finalement, pour les autres groupes d'âge, 10 ans, 14 ans adultes, on n'a plus de différence. Du coup, ça veut dire que le développement se fait de façon importante entre 5 ans et 10 ans, mais qu'à l'âge de 10 ans, finalement, les sujets ont atteint un niveau de performance identique. Alors, ça aurait été bien d'avoir des enfants de 8 ans, parce que du coup, peut-être que ça s'arrête aussi à 8 ans. Alors, on a un groupe de 7 ans dans une autre étude. Voilà. Ce que l'on voit aussi, c'est que la tâche visuelle semble être un peu plus facile que la tâche haptique. On voit que les performances, les pourcentages de bonnes réponses sont quand même plus élevés que dans la tâche haptique. Et ce que l'on voit aussi, je vais y revenir plus tard, c'est qu'en fait, on a très peu de différences interindividuelles entre les individus, enfin entre les individus, notamment chez les adultes, mais aussi chez les enfants de 14 ans, etc. C'est-à-dire qu'on a l'impression que finalement, cette compétence, elle existe chez tout le monde, et que la limite, elle est grosso modo la même chez tout le monde. Il n'y a pas une grande variabilité. Alors après, je mets une nuance quand même, c'est que quand on fait nos études de développement, plus on augmente en âge, plus on a des échantillons homogènes. Et notamment, quand on travaille chez les adultes, généralement on travaille beaucoup sur les étudiants à l'université. Et du coup, voilà, peut-être que ça biaise aussi un peu certains résultats. Sur le lien entre le nombre approximatif et le nombre exact, et bien là, qu'est-ce qu'on a constaté? On a trouvé des corrélations à l'âge de 5 ans
entre la précision du système du nombre approximatif haptique et visuel, mais j'ai mis entre crochets les corrélations partielles, c'est-à-dire quand on contrôle pour les capacités de raisonnement, ces corrélations sont plus significatives. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une part de la corrélation qui peut potentiellement s'expliquer par les capacités de raisonnement générales. Et par contre, on n'a pas de corrélation après, à 10 ans, 14 ans, chez les adultes, etc. Alors, il faut toujours faire attention quand on n'a pas de corrélation, parce que, comme je vous l'ai dit, comme on a peu de variabilité dans les groupes adultes, etc., ça peut aussi expliquer que du coup, la corrélation n'apparaisse pas. Alors, donc les études corrélationnelles, il y en a beaucoup. Hein, je vous en ai présenté quelques-unes, mais elles ont des limites, ces études. Elles ont des limites, notamment dans la compréhension du lien causal. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a une corrélation entre deux variables que l'une explique l'autre. Hein, on peut avoir un autre facteur, et du coup, il va falloir compléter, enrichir ces études par des études basées cette fois-ci sur des entraînements. Alors, les entraînements qu'on va utiliser ici, ce sont des entraînements qui vont cibler le plus souvent une compétence particulière, parce qu'on veut, en fait, on veut comprendre le rôle de cette compétence. C'est-à-dire que, en fait, je ne vais pas vous parler de grandes études. Enfin, non, c'est pas le mot grand, mais je ne vais pas vous parler de programmes, je veux dire, voilà, d'enseignements dans lesquels on va mettre plein de variables pour regarder si ça fonctionne ou pas. Je vais plutôt vous parler d'études qui ciblent une compétence pour essayer de voir si déjà on peut améliorer les performances des enfants sur cette compétence, et surtout savoir si, du coup, on a un transfert sur d'autres compétences. Alors, donc, il a commencé à y avoir des études sur l'entraînement, notamment sur ce système du nombre approximatif. Et il y a eu un engouement un peu sur cette compétence-là. Mais les résultats sont très, très discutés, très controversés, parce qu'il y a des problèmes méthodologiques, parce que c'est difficile de savoir ce qu'on entraîne, etc. Alors, je vais vous présenter deux études. Une qu'on a faite à Grenoble, et puis une autre. Elles sont complètement différentes toutes les deux, mais finalement elles arrivent à des conclusions assez proches. Alors toujours sur ce système du nombre approximatif, on s'est demandé s'il était malléable, notamment chez l'enfant, hein, c'est-à-dire est-ce qu'on peut améliorer sa précision. Et on s'est demandé s'il y avait un effet sur le nombre symbolique. Donc là, on a fait l'étude sur des enfants de grande section, puisque c'était là qu'on avait plutôt qu'il y a plus de corrélation, on va dire. Et donc, on a évalué les enfants en pré-test. Ensuite, on les a entraînés avec 3 conditions, en haptique, en visuel et une condition contrôle. Et ensuite, on a réalisé les post-tests. Alors, les épreuves de pré-test, post-test, c'est les épreuves classiques dont je vous ai parlé, en visuel, en haptique. Et les compétences numériques, c'est toujours addition symbolique et problème symbolique. Pour ce qui est de l'entraînement maintenant, alors, entraînement en visuel, on a utilisé les nuages de points, et avec des petits personnages où il faut comparer les quantités de points. Alors, ce n'était pas simplement comparer 2 nuages de points, il fallait additionner 2 nuages et comparer au 3e. Et on a fait exactement la même chose en haptique, c'est-à-dire que les enfants touchaient un premier nuage de points, ils touchaient un 2e nuage de points, alors on racontait que c'était des billes, et puis ensuite un 3e, il fallait qu'ils comparent en fait l'addition des 2 premiers au 3e. Et puis donc un contrôle des enfants qui font quelque chose, mais qui n'a rien à voir avec le nombre. Je faisais des exercices de phonologie. Alors, on a regardé ce qui se passait au cours des séances d'entraînement, en haptique et en visuel. Donc là, on a les 4 séances d'entraînement avec les scores. Alors, en visuel, c'est en vert ici. On voit qu'il n'y a rien qui bouge. Et voire même,
Alors, en fait, vous voyez qu'en S3, une petite chute, on s'est demandé pourquoi. Et en fait, l'explication qu'on a, c'est que c'était le lundi matin, en fait, et que du coup, les performances sont un peu moins bonnes lundi matin. Donc en visuel, il n'y a vraiment rien du tout. Et en haptique, on a une petite amélioration au cours des séances, hein, notamment entre S1 S2 et S1 S4. Donc on a voilà, une petite progression en haptique au cours des séances, mais vraiment rien en visuel. Ensuite, on a regardé s'il y avait un effet sur le post-test au niveau de la comparaison des points, donc en visuel et en haptique. Donc ça, c'est sur la tâche visuelle avec l'entraînement haptique. Quel entraînement visuel et entraînement contrôle? Parce qu'on faisait l'hypothèse que si les enfants s'amélioraient en haptique, il y aurait un transfert sur le visuel, si on entraînait bien la quantité et pas seulement des processus d'exploration. Donc en visuel, rien du tout. En haptique, on peut avoir l'impression que les choses s'améliorent un peu, notamment avec l'entraînement haptique, sauf que quand on regarde le groupe contrôle, on s'aperçoit qu'il a un peu augmenté aussi, et du coup, pas non plus pas d'effet. Et sur les tâches symboliques, eh bien là, aucun effet non plus. Alors, vous voyez l'importance du groupe contrôle. Parce que si on enlève le groupe contrôle, on a l'impression qu'à chaque fois, effectivement, les performances sont bien augmentées. Sauf que le groupe contrôle, en fait, a augmenté aussi ses performances. Plusieurs explications. Hein. Les enfants, ils sont à l'école ensemble, hein, ils continuent d'apprendre, etc. Et puis on a aussi souvent des effets test-retest, c'est-à-dire que le fait de repasser une deuxième fois la même épreuve, on est meilleur la deuxième fois. Donc du coup, pas de transfert. Donc la conclusion, c'est que les quantités approximatives sont bien perçues avec la modalité haptique. Hein. On retrouve bien l'effet du ratio. Cette capacité augmente avec l'âge, surtout entre 5 et 11 ans. On a une malléabilité, mais seulement avec la modalité haptique, ce qui laisse plutôt penser que ce sont les processus d'exploration qui ont été améliorés par les enfants et pas en fait la représentation de la quantité. Il n'y a pas d'effet sur l'autre modalité sensorielle, il n'y a pas d'effet sur le nombre symbolique. Donc du coup, cette compétence qui existe, on l'a vu tout à l'heure, aux différents âges, etc., eh bien, elle semble finalement difficilement malléable et peu transférable à d'autres compétences. Alors, je vais vous parler d'une deuxième étude toujours sur cette question de ce sens intuitif des quantités qui existent de façon précoce. Donc c'est une étude qui a été faite, alors très différente de l'étude précédente, hein, c'est une étude qui a été faite à grande échelle sur un grand nombre d'enfants, qui a été faite en Inde et surtout qui a été faite avec des grandes stars mondiale de la psychologie cognitive et aussi de l'économie, puisque vous avez vu Esther Duflo, c'est le prix Nobel d'économie 2019. Et donc elle a travaillé notamment avec Elisabeth Spelk, donc une spécialiste du développement cognitif. Et en fait, elles sont parties de la même hypothèse théorique, hein, de cette intuition des quantités, ce sens du nombre, etc. Est-ce qu'on peut s'appuyer dessus? Est-ce qu'on peut le favoriser, le stimuler pour favoriser les apprentissages chez l'enfant? Alors, cette étude, elle a porté sur des enfants indiens, donc, et notamment des enfants pauvres, hein, puisque Esther Duflo est une spécialiste de la pauvreté dans le monde, parce que ces enfants ne sont pas suffisamment préparés donc, aux exigences de l'enseignement élémentaire. Donc l'objectif, c'était d'entraîner les habiletés émergentes sur le nombre en se basant sur le jeu. Donc ces entraînements consistaient en fait à additionner, à comparer des séries de points et à travailler sur des jeux de plateau linéaires avec correspondance terme à terme, mais
Je précise, il n'y avait pas de nombre symbolique. Parce que l'idée, c'était vraiment de faire travailler les enfants sur l'intuition des quantités, hein, donc sur ces quantités un peu approximatives, etc., avec l'idée qu'il allait y avoir un transfert sur le nombre symbolique. Donc il y avait, chose intéressante aussi, il y avait 3 post-tests. Donc en fait, cette étude, les enfants ont été donc entraînés sur une année qui précède en fait l'entrée à l'école primaire, hein, enfin l'équivalent en Inde. Donc ils sont d'abord post-testés une première fois durant à la fin de cette année de maternelle, et ensuite ils sont retestés quand ils rentrent dans les apprentissages formels. Parce que l'idée, c'était que tout ce qu'on allait stimuler chez eux au niveau du sens du nombre en grande section, ça allait les aider ensuite à apprendre les maths en CP. Et il y avait un groupe contrôle entraînement social. Alors on a ici les résultats au post-test 1, c'est le graphe d'en haut, et au post-test 2 et 3, donc l'année suivante. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que au post-test 1, sur les nombres non symboliques, ben, les enfants ont augmenté leur performance, et notamment l'entraînement mathématique a été bénéfique. On a un effet sur le nombre symbolique, hein, c'est-à-dire que les enfants qui ont été entraînés en maths ont des performances un peu plus élevées donc, que les autres sur ces nombres symboliques. Par contre, au niveau des post-tests 2 et 3, c'est-à-dire quand on est en CP ensuite, hein, que les enfants, alors cette fois-ci, ne sont plus entraînés sur ces quantités non symboliques, hein, ils rentrent dans les apprentissages formels. On voit que sur les nombres non symboliques, ces enfants sont toujours plus performants, hein, ceux qui ont été entraînés, mais par contre, il n'y a aucun effet sur les nombres symboliques. D'accord ? Alors, pourquoi ça n'a pas marché ? Alors, déjà, quand même, chose à dire, c'est que l'entraînement a bien fonctionné sur ce qu'on a entraîné. Ça, c'est quand même rassurant parce que des fois, quand on fait ce type d'études, il n'y a rien qui fonctionne. Parce que c'est pas évident, hein, il faut que les gens soient impliqués sur place, dans les écoles, etc. Donc, l'entraînement a quand même bien fonctionné. Mais par contre, ce que montrent ces résultats, c'est que si on n'associe pas ces quantités intuitives, enfin ces intuitions sur les quantités, ces représentations approximatives des quantités, etc., à un langage mathématique, aux symboles mathématiques, etc., eh bien le bénéfice finalement est assez limité. Donc ce n'est pas l'entraînement qui convient le mieux. Alors, il y a d'autres études qui montrent qu'il y a un effet, notamment des études qui sont faites en laboratoire, mais ce sont des études, bon, pour certaines qui sont biaisées, ce sont des études aussi dans lesquelles on va donner aux enfants des tâches qui sont très répétitives et l'explication qu'on a un peu aujourd'hui, parce que finalement des fois ça marche, des fois ça marche pas, c'est que tout simplement on focaliserait les gens sur les maths en leur faisant ce type d'entraînement et du coup finalement ils capteraient plus dans l'environnement ce qui les aiderait à progresser en maths, mais que c'est pas l'entraînement en soi qui ferait progresser. Alors du coup, qu'est-ce qui marche mieux ? Qu'est-ce qui marche mieux ? Eh bien, c'est de faire le lien entre le nombre symbolique et la quantité. Et notamment, alors, il y a plusieurs façons de procéder, mais donc je vais revenir un peu sur les travaux de Sigler tout à l'heure, quand on a parlé de la ligne numérique. Et qui a montré qu'on peut améliorer non seulement cette ligne numérique mentale, mais qu'on peut améliorer du coup aussi les performances en maths des enfants. Alors comment on améliore cette représentation des quantités? En fait, en utilisant un jeu de plateau avec une ligne. En fait, ça ressemble beaucoup au jeu de loi.
c'est-à-dire qu'on va avoir une ligne avec des nombres. Alors là aussi, on adapte l'échelle de nombres à l'âge des enfants. Et puis, on va jouer avec un dé. Donc, on adapte aussi le dé à l'échelle. Et on va faire jouer les enfants. Alors, pourquoi c'est intéressant comme entraînement? Parce qu'en fait, on va donner plein d'indices aux enfants sur l'ordre des nombres et sur la valeur des nombres à travers ce jeu de plateau. Donc par exemple, si l'enfant a fait 2 avec son dé, eh bien il va faire 2 mouvements discrets avec son jeton. Et donc on a bien un lien entre le nombre symbolique et la quantité que représente ce nombre, mais vraiment de façon gestuelle, etc. On va avoir aussi le nombre de noms de nombres que l'enfant a dit. S'il a fait 2, il va dire 2 mots nombres. S'il a fait 3, il va dire 3 mots nombres. Le nombre de nombres que l'enfant a entendu, puisqu'il joue avec quelqu'un d'autre, avec un adversaire, donc il entend aussi. La distance sur laquelle l'enfant a fait bouger le jeton. Plus j'ai fait un grand nombre, plus je suis allé loin sur ma ligne. Le point final du trajet du jeton. Et également le temps total qui est passé depuis que le jeu a commencé. Il y a un lien là aussi, plus j'avance dans les quantités, plus le temps s'est écoulé. Donc on donne à l'enfant tout un tas d'indices sur les relations linéaires entre les valeurs numériques et des indices donc kinesthésiques, auditifs, visio-spatiaux, temporels, qui vont fournir donc une large base multimodale pour une représentation linéaire des valeurs numériques. Alors, Stigler a fait un certain nombre d'études pour comprendre ce qui fonctionne mieux, ce qui fonctionne moins bien, etc. Il y a eu d'autres travaux, des choses qui ont été répliquées aussi en Europe. Donc je vous ai résumé ici les résultats. Alors, c'est plus efficace si le plateau est linéaire plutôt que circulaire, parce qu'au jeu de loi, on joue souvent avec un jeu qui est circulaire. Ça fonctionne aussi, c'est très bien de jouer au jeu de loi, mais si on doit construire un outil avec les enfants, il vaut mieux le construire de façon linéaire, puisque la ligne mentale que l'on a, elle est linéaire, elle n'est pas circulaire. Il y a une chose qui est importante, c'est de compter à partir du nombre de la case et non à partir des nombres du dé. Parce qu'en fait, quand on joue au jeu de loi, finalement, on compte que les nombres du dé. Donc on ne va jamais plus loin que 6. Là, on va obliger l'enfant à dire les nombres sur lesquels il passe avec son pion. Donc par exemple, s'il est sur 2 et qu'il a fait 2, on va l'obliger à dire 3, 4. C'est beaucoup plus coûteux sur le plan cognitif, sur le plan de la mémoire de travail, etc. Mais c'est nécessaire pour que ce soit efficace. Ça fonctionne en petits groupes, parce que ce qu'on reproche parfois à certaines études faites en laboratoire, là où il y a des moyens importants, c'est qu'on fait venir les enfants un par un en laboratoire, mais dans la classe, c'est pas comme ça que ça se passe, et généralement, on ne peut pas faire travailler un seul enfant à la fois. Donc ça fonctionne en petits groupes. Ça fonctionne mieux en milieu défavorisé, et ça, c'est vrai que on l'a expérimenté à Grenoble, dans une école favorisée. On n'a pas eu beaucoup de résultats, et une explication possible, c'est ça en fait, c'est que les enfants de milieux favorisés sont déjà habitués à jouer à ce type de jeu. On adapte le plateau, donc là c'est un plateau à droite qui va jusqu'à 100, on peut aussi faire des lignes, etc. Et c'est efficace aussi avec un tapis de jeu, c'est-à-dire que notamment avec des jeunes enfants, les maternelles, etc. On peut très bien aussi faire un tapis en motricité et travailler en se déplaçant dessus. Voilà. Alors, donc, je vous ai présenté une synthèse un petit peu des travaux de Stigler, mais pas seulement donc sur le lien entre nombre symbolique et quantité. Et là, je vais vous parler rapidement alors c'est un niveau méthodologique, c'est un peu différent, c'est une étude de cas. En fait, à Grenoble, on a un master de neuropsycho de l'enfant. Donc chaque année, on dirige des travaux d'étudiants qui sont en 5e année et qui doivent travailler auprès d'une population pathologique, de patients, etc.
donc, comme je travaille sur le nombre, je travaille sur la dyscalculie, du coup. Ça me donne l'occasion, justement, de travailler sur des cas d'enfants dyscalculiques. Donc là, c'était une enfant qui était scolarisée en CE2, qui suivait une rééducation en orthophonie pour un léger retard d'acquisition du langage écrit, qui a des compétences intellectuelles dans la norme supérieure, mais un score faible en mémoire de travail, qui avait une suspicion de TDAH de type mixte. TDAH, c'est bon, tout le monde est trouble de l'attention avec hyperactivité, qui était traité par psychostimulant depuis récemment. Généralement, il faut plusieurs années, c'est long le diagnostic, etc. Mais qui avait des grandes difficultés en mathématiques rapportées par les parents. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a complété le bilan, parce que sur le nombre, il n'y avait pas grand-chose. Donc, on lui a fait passer un des tests, qui est le Zarecki-R. On a utilisé la tâche Panamat sur les comparaisons de nombres, parce que souvent, c'est une épreuve qu'on va trouver dans les tests, mais avec très peu d'items, les points ne sont pas toujours bien contrôlés, etc. Donc, on a utilisé Panamat en complément. Et puis, on a utilisé aussi la ligne numérique mentale de 0 à 100, et de 0 à 1000, étant donné l'âge de cet enfant. Comment on a procédé? Donc, on a procédé sur 12 semaines au total, donc à T0 avec un bilan. Ensuite, on laisse passer 6 semaines sans remédiation pour voir ce qui se passe, puisqu'il nous faut un élément de comparaison avec simplement le développement, les effets de passer plusieurs fois les tests, etc. Donc à T1, on avait ciblé un petit peu quand on fait une remédiation comme ça, on cible un peu certaines difficultés, parce que là aussi on ne peut pas tout faire, et comme on veut comprendre, il ne faut pas non plus tout, voilà, il faut dissocier un peu les choses. Donc on sélectionne plutôt certaines épreuves et on va focaliser l'entraînement sur quelques compétences. Donc ensuite on passe à la remédiation. C'est des remédiations qui sont assez coûteuses en temps, 20 séances de 40 minutes. Donc l'étudiant se rend au domicile quand c'est possible de l'enfant, et donc il y a tout un travail qui est élaboré par l'étudiant dans cette remédiation. Et donc à T2, on refait passer les épreuves. Alors dans les épreuves de Zarecki, donc l'enfant avait des scores déficitaires dans le comptage oral à rebours, la dictée de nombres, le calcul mental oral, addition, soustraction, multiplication, la lecture de nombres, les problèmes arithmétiques présentés oralement, la comparaison de deux nombres écrits. Sur la ligne numérique, on a observé une représentation logarithmique et non linéaire pour les deux types de lignes, 0,100 et 0,1000. Et par contre, sur le Panamat, il y avait un score qui était tout à fait dans la moyenne. Alors, juste pour vous dire un petit peu les types de dyscalculie, alors ça, c'est quelque chose qui est très discuté aujourd'hui. La dyscalculie... il y a plusieurs classifications, on va dire. Celle-ci, c'est celle que je trouve la plus claire et puis peut-être la plus actuelle. Alors, il y a ce qu'on va appeler la dyscalculie primaire qui renvoie justement au sens du nombre dont on a parlé tout à l'heure, avec deux hypothèses. Une première hypothèse qui porte exclusivement sur le système du nombre approximatif, c'est-à-dire l'idée que ce serait ce système primaire qui ne fonctionnerait pas bien chez les enfants dyscalculiques. Je vous dis tout de suite, au niveau clinique, on observe très rarement ces cas de patients, en fait. C'est très très rare. La deuxième hypothèse, c'est sur les liens entre nombre symbolique et quantité, c'est-à-dire que c'est des enfants ou des adultes, qui auraient des difficultés à associer les quantités au nombre symbolique. Donc ce serait plutôt le sens du nombre, mais en lien fort avec le nombre symbolique, on va y revenir. Et après, il y a ce qu'on appelle toutes les dyscalculies secondaires, c'est-à-dire qu'ils sont liés à un autre trouble, qui sont consécutives à un autre trouble, langage, mémoire, fonction exécutive, attention, habileté visio-spatiale, etc. Très souvent, c'est toujours très compliqué les patients, parce que très souvent, on va avoir en fait à la fois
des choses qui relèvent de la dyscalculie primaire et des choses qui relèvent de la dyscalculie secondaire. Les enfants qu'on suit donc en neuropsycho, c'est des enfants souvent qui ont un lourd passé scolaire et c'est souvent ce qu'on appelle des multi-10. Et en plus, ils nous arrivent par le centre référent des troubles du langage et des apprentissages, donc généralement, voilà, c'est des cas quand même assez lourds. Et très souvent, il y a plusieurs, en fait, plusieurs déficits et pas un seul. Donc, pour revenir à cet enfant, on a vu des difficultés au niveau de la ligne. Donc entre nombre symbolique et quantité, et puis un certain nombre de difficultés sur le nombre qui peuvent relever du langage, de la mémoire, de l'attention, puisqu'elle a un TDAH, etc. Mais c'est pareil, les troubles de l'attention, ça va se répercuter sur plein d'aspects du nombre. Qu'est-ce qu'on a fait en remédiation? Alors, chose importante, on n'a pas entraîné sur les items du Zareki, parce que là aussi, si on fait un entraînement qui est proche du test, oui, on va observer des progrès, mais qu'est-ce qui s'est amélioré? Donc, pas d'entraînement sur les items. Et aussi, on a interrompu les séances d'orthophonie pour pas interférer au niveau de nos explications. Donc l'étudiante, là, elle a eu, c'est elle qui a construit le matériel, elle a eu plein d'idées, elle a fait plein de jeux. Donc là, concrètement, on bricole avec du carton, etc. On fait des jeux. Et qui étaient basés donc sur la flexibilité de la chaîne verbale, sur les liens entre les trois codes, donc le modèle de Dehaene, sur la numération, sur la ligne numérique, donc une ligne de ce type-là, et sur les petits calculs. Voilà ce qu'on a travaillé en remédiation. Et au niveau des résultats, donc on a eu pas mal de progrès, notamment sur toutes les épreuves qui sont ici en rouge. Alors, et puis d'autres moins, hein, par exemple le comptage oral à rebours, ça fonctionnait toujours pas. Par contre, dictée de nombres, addition, des performances meilleures, soustraction, on n'est pas arrivé, mais quand même ce qu'on a observé cliniquement, c'est qu'il y avait moins de résultats aberrants. Lecture de nombres, des progrès, problèmes arithmétiques présentés oralement également, comparaison de nombres écrits et répétition de chiffres. Et pour la ligne, alors elle a amélioré la linéarité pour la ligne 0 à 100, mais pas encore pour la ligne 0 à 1000 qui restait logarithmique. Hop. Donc du coup, on a eu des progrès sur de nombreuses épreuves du Zareki, hein, certaines qui sont proches des compétences entraînées, mais d'autres plus éloignées. Donc on était quand même très contents d'avoir ce transfert et ces progrès plus larges. Alors après, la limite, hein, c'est que malheureusement, on ne mesure pas les progrès plus loin dans le temps. Et puis, voilà, c'est toujours des résultats qui se limitent à un cas. Mais voilà, ça fait plusieurs années que je le fais avec des enfants dyscalculiques et avec des étudiants qui sont aussi très motivés en Master 2 neuropsycho. Et souvent, on a des résultats vraiment intéressants avec des parents qui sont vraiment contents, etc. Alors, je vous avais dit en intro, j'ai quasi terminé, hein, je vous avais dit en intro que les études sur l'apprentissage nous permettaient en retour aussi de mieux comprendre le développement, de proposer des modèles. Et donc, je vous ai mis le modèle de Guéry, que je trouve intéressant, qui met donc bien au point de départ le système du nombre approximatif, hein, dont on a vu qu'il existe au départ dans le développement. À partir de ce système-là, va se mettre en place le lien entre le nombre et sa magnitude, hein, ce qu'on a appelé le mapping tout à l'heure, puis, en troisième étape, la connaissance explicite du système numérique. Et ce qu'il met d'important dans son modèle, c'est que le contrôle attentionnel va jouer un rôle important sur les étapes 2 et 3 notamment.
et l'intelligence sur la troisième étape. Et si on reprend par exemple l'étude de cas que je viens de vous présenter, on a vu qu'elle n'avait pas de difficultés au niveau du système du nombre approximatif, mais qu'elle commençait à avoir des difficultés à la deuxième étape, etc. Et il faut se rappeler qu'elle était TDAH. En maternelle, elle était TDAH. En début d'école élémentaire, elle était TDAH. Après, elle a commencé à être traitée. Et certainement que ces difficultés en contrôle attentionnel, en fait, ont eu des répercussions sur ces étapes d'apprentissage qui, du coup, n'ont pas pu se faire normalement. Voilà. Et du coup, j'ai terminé. Et je remercie donc les personnes qui ont travaillé avec moi, Fanny Gimbert, donc, qui a fait sa thèse à Grenoble, Valérie Camos, qui a travaillé avec nous notamment sur les études dans lesquelles on a la mesure de la mémoire de travail, Édouard ici, présent, et puis donc tous les étudiants qui travaillent aussi avec nous. Voilà, merci. Alors, ça serait une question justement sur tous ces travaux qui ont voulu montrer des relations potentielles entre les compétences mathématiques et puis le système approximatif. Mais en fait, est-ce que sur le plan théorique, il y a des hypothèses qui le justifieraient? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a étayé parce que bien sûr, on peut avoir envie de montrer beaucoup de relations entre différents phénomènes. Mais d'autant plus que, comme on sait qu'il y a des résultats aussi chez les animaux non humains qui montrent cette présence de la quantification approximative, qu'est-ce qui donnait lieu à cet espoir finalement, largement déçu en fait, mais qu'est-ce qui pouvait le justifier sur le plan théorique? En fait, c'était assez. Les hypothèses, elles sont assez au niveau des neurologiques en fait, au niveau des zones du cerveau. Et c'est l'idée qu'en fait, c'est cette notion de quantité qu'on active dans les deux cas. Et qu'on active dans tout ce qui est approximation, mais qu'on va aussi manipuler, traiter dans le calcul mental et dans la résolution de problèmes. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais c'est pour ça qu'on s'est toujours mis quand même dans des conditions optimales, où dans les épreuves de mathématiques qu'on a choisies, on a utilisé des épreuves dans lesquelles il faut manipuler la quantité. Et c'est ça l'hypothèse, en fait, c'est qu'il y a une représentation qui est commune au niveau de la quantité, et que donc entraîner l'une aurait un effet sur l'autre. Mais sauf que, en fait, il y a tout le côté symbolique qui est quand même très important, et du coup c'est pas suffisant au final d'entraîner que la quantité indépendamment des symboles. Mais c'était un peu ça l'hypothèse théorique. Ouais. Du coup, dans le prolongement de cette vision, il y aurait l'idée que plus on va dans le conceptuel sur le plan mathématique, moins ça devient défendable. D'entraîner le... Ah oui, oui, tout à fait. Oui. Oui, et ça va... Alors, c'est encore du corrélationnel, mais ça va aussi dans le sens qu'effectivement, ça a l'air... Il y a peut-être quelque chose qui se passe dans les premières années de développement, mais effectivement, plus on avance dans les apprentissages, moins ce système-là va jouer un rôle. Ouais. Oui, c'est ça. Une autre question? Oui, merci pour cet exposé. Alors moi, je ne suis pas du tout un expert de toutes ces recherches, mais je me pose quand même la question. Vous avez dit à plusieurs reprises, si j'ai bien entendu, que vous parlez. On a l'impression que quand on passe en France au CP, ici c'est ce qu'on appellerait la 3P, on arrive dans les apprentissages, vous avez dit formels. Formel, oui. Quand même, bon, je connais assez bien la situation de la France, les écoles maternelles font quand même des apprentissages. Enfin, il n'y a pas une rupture aussi claire entre la fin de la maternelle et le CP, pas plus qu'ici où maintenant la scolarité est obligatoire dès la 1P, qui correspond à l'équivalent de la moyenne section de maternelle en France. Et du coup, est-ce que vous avez essayé de voir quand même dans les programmes et dans ce que les enfants apprennent à 5 ans, ce qui peut expliquer éventuellement cette rupture? Puis vous avez dit, c'est dommage qu'on n'ait pas eu une étude avec les enfants de 8 ans. Moi, je commencerais déjà à regarder des enfants de 6 ans.
Parce que justement, l'apprentissage du nombre dans ces âges-là, il est à l'école quand même construit sur pas mal de bases. Et si on revient à ce qu'on disait à l'instant, on peut quand même émettre l'hypothèse que l'apprentissage formel du nombre, je ne sais pas comment il faut dire, fait qu'on a un contrôle sur ce système SNA là, qui est peut-être fait à partir d'une... Enfin, en gros, est-ce que quand on connaît plus de choses sur le nombre, on n'est pas capable d'avoir une meilleure approximation des quantités tout bêtement, quoi. Oui. Alors, sur la question des programmes, oui, bien sûr, on avait regardé. Alors, je ne sais pas si les programmes ont beaucoup changé depuis, c'est pas très ancien. Hein. Donc, en France, par exemple, en fait, il travaillait, par exemple, la chaîne verbale, il la travaillait que jusqu'à 30. Or, enfin, après, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a le programme scolaire, mais les enfants, souvent, ils en savent... Ouais, oui. Ben oui, elle est beaucoup apprise par les parents. Et c'est pour ça qu'effectivement, du coup, ils arrivent à faire les tâches d'addition approximative, même si à l'école, ils ne vont pas au-delà de 30. Et après, alors, du coup, mais ça veut quand même dire qu'au niveau de la compréhension, de la construction des nombres, au niveau du transcodage aussi, entre verbal, arabe, etc., en maternelle, ça reste quand même, on reste quand même vraiment sur des toutes petites... Des toutes petites quantités, donc il y a quand même un changement avec le CP, et sur l'arithmétique également. Mais après, je suis bien d'accord que ce n'est pas une rupture, hein, et que tout le travail qui est fait, notamment en fin de maternelle, est fondamental pour la suite des apprentissages, en fait. Et la deuxième question, oui, alors, il y a des études qui montrent que d'apprendre effectivement la numération, les chaînes verbales, comment sont construits les nombres, etc., c'est quelque chose qui améliore le système du nombre approximatif. Mais il y a très peu de cas dans lesquels on peut dissocier le développement de l'apprentissage. Et les cas où ça a été fait, en fait, c'est sur notamment des tribus d'Amazonie, ça a été fait par Dehaene et d'autres auteurs, qui ont montré que, en fait, ce système du nombre approximatif, il se développe chez les enfants, et qu'ensuite, puisqu'on a certains individus des tribus qui vont aller à l'école, d'autres pas, et que chez ceux qui vont à l'école et donc qui apprennent le système symbolique, ce système du nombre approximatif s'améliore plus que chez ceux qui ne vont pas à l'école. Donc effectivement, c'est dans les deux sens, et les apprentissages formels favorisent également la précision de ce système. Mais dans le contexte ici, on peut difficilement dissocier les deux, puisque les enfants à la fois se développent et sont dans les apprentissages.